Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 18 juin. Toute l'actualité près de chez vous, invités, rencontres, reportages, décryptages, votre météo à venir et la présentation d'une nouvelle saison toujours très attendue au Théâtre Princesse Grace. Françoise Gamerdinger, qui a conçu cette programmation, nous dévoilera quelques grandes dates à retenir et à réserver. La grande soirée de remise des récompenses de la 64e édition du Festival de télévision de Monaco. Clap de fin hier sur le tapis bleu, nous y étions. Le basket, après une deuxième défaite en 2 matchs à Paris pour la Roca Team en finale du championnat de France, il va falloir montrer envie, adresse et fierté vendredi soir à Gaston Médecin pour redresser la barre. Et puis demain, jour férié en principauté, à l'occasion de la fête Dieu, l'abbé Christian Venard sera avec nous pour nous rappeler l'histoire, les symboles, mais aussi les rendez-vous prévus ce jeudi en principauté. Et à l'occasion de la journée nationale du souvenir de l'appel historique du général de Gaulle et des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ambassadeur de France à Monaco, Jean d'Aussonville, et Éric Blair, consul honoraire du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ont déposé ce matin une gerbe du souvenir et procédé à une lecture de l'appel du 18 juin, Square Churchill, à Monaco, devant la statue de Sir Winston Churchill. S'en est suivi la commémoration traditionnelle à la Maison de France. Clap de fin sur la 64e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo avec une dernière grande soirée de gala. Soirée de récompense, et quelle soirée! Sur le tapis bleu, en effet, hier soir, stars internationales, créateurs, comédiens français et invités prestigieux se sont succédés avant une cérémonie de remise de prix pleine d'émotions. Parmi eux, Judith Light, Chaim, Adriana Carambeu ou encore Robin Wright, qui a reçu une nymphe de cristal pour saluer sa carrière. On va revivre en images cette dernière nuit magique avec Léa Dutrouille et Thomas Deus. Hier soir était peut-être la soirée à ne pas manquer. Avant la 64e remise des prestigieuses nymphes d'or, le tapis bleu a été foulé une dernière fois par de nombreuses célébrités. Nous sommes donc allés à leur rencontre. Elle est plutôt très sympa, regardez le monde qu'il y a à l'accueil, c'est fou. Tout le monde nous dit qu'on est beau, donc ça met un petit peu de confiance avant de monter sur scène. Oh, absolutely, man. There's such an energy here, and the people are so lovely, and the fans are amazing. This is my first time here in Monte Carlo, so it's blown my mind. I think especially now with streaming and where TV has gone, it's the new everything. It's the new going to the theater. It's the new book. Books are now, most people are watching a series that was a book before they've even read the book. I think we're miles ahead just because TV can move so quickly, and we have great talent that is willing to do it. So. Sur tapis bleu, c'est vrai qu'il n'est pas rouge. Waouh! Pourquoi il n'est pas rouge? Ce festival de Monte Carlo, c'est de bons souvenirs. Je suis résidente, je vis dans ce pays, donc c'est une fierté de l'honneur de participer, de voir le cinéma, les séries, les acteurs, de faire des rencontres, d'échanger avec eux. J'adore le cinéma. Je préfère le tapis bleu. Parce que le tapis rouge, il y en a dans tous les festivals, le tapis rouge. Et là, ils ont voulu marquer la différence. 65 ans l'année prochaine du festival, là c'est la 64e année. On est content d'être ici pour remettre un prix. I think for us, it's just so wonderful to be an international audience and talk to international press. I mean, a lot of times in the States, we have our local press and our States press, but it's wonderful to be out and our show is so big overseas, so it's lovely to be talking to people that are watching us overseas. I want to say that I want to come back. I really appreciate being here. The people are so kind. And what I would convey is that this has been one of the best experiences of my life. Comme le veut la coutume, le prince Albert II et son épouse, la princesse Charlène, ferment la marche du tapis avant de se diriger vers la salle des princes, où seront remises toutes les récompenses. Présidée par l'acteur américain Ricky Whittle et la chanteuse et danseuse française Chaim, la cérémonie a d'abord récompensé le documentaire Children in the Fire du prix Hamad. Du nom de l'association fondée en 1963 par la princesse Grace de Monaco, ce prix salue les œuvres qui s'engagent pour la protection des enfants à travers le monde. Le prix spécial du jury Actualité, présidé par Mireille Dumas, a d'ailleurs attribué sa nymphe d'or à ce documentaire qui lève le voile sur les enfants ukrainiens blessés de guerre. Toujours dans la catégorie des prix spéciaux, celui du prince Régnier III est quant à lui revenu à la série indonésienne Rewilding Sharks.
Cette soirée est également l'occasion de récompenser l'actrice américaine Robin Wright d'une nymphe de cristal pour sa carrière internationale remarquable. I am very honored to receive this for that reason, that I got to do what I wanted to do and I love what I do. So thank you very much. Merci beaucoup. Et puis, une nouveauté est apparue lors de cette 64e édition, celle du prix digital. Et le lauréat de cette nouvelle catégorie n'est autre que Squeezie, youtubeur français aux plus de 19 millions d'abonnés. Squeezie! J'aurais adoré être présent, j'avais même préparé un super beau costume qui en vrai taillait un peu grand. En tout cas, merci aux membres du jury, merci aussi à l'organisation. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et n'abusez pas sur les petits fours, n'abusez pas trop en tout cas. Enfin, parmi les nymphes d'or remises hier soir, le jury fiction présidé par Judith Light a récompensé le film On a Day in September ainsi que son actrice principale, Hélène Alexandre Idriss. Thank you very much. Merci beaucoup. Le prix du public est quant à lui remis à l'équipe de la série dramatique The Bombing of Panam 103. Rendez-vous donc l'année prochaine au Grimaldi Forum pour découvrir un tout nouveau palmarès qui fera la 65e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Les sports, le basket est en match 2 de la finale du championnat de France. Une deuxième défaite de rang pour la Roca Team, 92-67 à Paris. Il va donc falloir trouver des solutions d'ici vendredi soir 20h30 et hausser le niveau de jeu à la maison, sous peine de laisser le titre cette saison à des Parisiens très motivés. Envoyé spécial à Paris hier soir à l'Adidas Arena, Yannick Debever. Paris corrige Monaco dans ce match 2 des finales de Betclic Elite, 92-67. C'est un match qui a mis un petit peu de temps à démarrer, mais Paris a su mettre un coup d'accélérateur dans la fin du premier quart-temps pour, au fur et à mesure, creuser l'écart avec des Monégasques apathiques. Il y avait 13 points d'écart à la mi-temps, il y en a 25 au coup de sifflet final. Comme au premier match, TJ Shorts s'est baladé, 28 points pour lui ce soir à 10 sur 13 au shoot. Ni l'attaque ni la défense de Monaco n'a été au niveau ce soir et il va falloir changer bien des choses pour la Roca Team pour espérer remporter un nouveau titre du championnat de France. Écoutez la réaction du coach Vassilis Spanoulis. Now we have to focus on our team, not to Paris, not to everybody. Now next 2 days we have to focus on our team. And how to become again a normal team, because we don't look like a normal team. We look very, very, very down of our standards. Very down of our standards. In everywhere, 50-50 balls, rebounds, hustling, be patient, to play with clean mind. We are all over the place right now. I will find my way. I will find a way to fight with the players that are ready to fight, and that's it. It's obvious that when you play like this in first 2 games, something you have to change. Il faudra donc changer complètement de visage pour espérer renverser cette série. Il faut désormais gagner 3 matchs de suite face à Paris pour remporter un 3e championnat de France d'affilée. Pour celui que l'on surnomme Kill Bill, Vassilis Spanoulis, cela ressemble à une mission impossible. Et n'oubliez pas, dès la fin de ce journal, à 19h30, votre magazine Les Experts du basket, comme au lendemain de chaque rencontre de ces finales avec Frédéric Elion. Et puis quand vous le souhaitez bien sûr, les experts du basket sont à retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. La Fédération française de football a publié le classement de l'année des meilleurs centres de formation de Ligue 1. L'AS Monaco se distingue une nouvelle fois en occupant la 3e place. Depuis plusieurs saisons, le club de la Principauté figure parmi les centres de formation les plus performants de la Ligue 1. Régulièrement classé dans le top 5, les Rouges et Blancs gagnent même une place par rapport à l'an passé en se positionnant juste derrière le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, respectivement 1er et 2e. Ce classement récompense un travail mené de longue date en matière de formation en Principauté. Depuis la création de son centre en 1975, il y a tout juste 50 ans, la performance de l'académie s'illustre à travers le nombre important de joueurs formés au club, ayant évolué et performé au plus haut niveau cette saison dans les meilleurs championnats européens ou en Ligue des Champions, avec entre autres les purs produits de la diagonale à l'honneur comme Akliouche Benseguir-Rossi, sans négliger non plus, pour établir ce classement, la qualité de la scolarité de nos champions en herbe à Monaco. En voile, la victoire de Pierre Casiraghi au championnat national britannique IRC. Le vice-président Yacht Club de Monaco s'est imposé à la barre de Jolt 6 lors de ce championnat organisé dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire du Royal Thames Yacht Club. Ce résultat confirme
la dynamique de performance enclenchée autour de Jolt, le projet porté, on le sait, par Peter Harrison, membre du Hot Club de Monaco. Et puis cette victoire marque résolument une étape importante dans la préparation du club à sa toute première participation à la prochaine Admirals Cup, légendaire compétition de voile prévue du 17 juillet au 1er août prochain. À Monaco, la journée olympique est célébrée un peu partout dans le monde d'ailleurs tout au long de cette semaine. Et comme chaque année, à cette occasion, des élèves de la Principauté se sont affrontés dans des activités sportives organisées par le Comité olympique monégasque. Une manifestation qui s'est déroulée dans le gymnase de l'Espace Saint-Antoine aujourd'hui. Voici le reportage de Fabien Bonilla et d'Arnaud Imbert. 143 écoliers de CM1 se sont retrouvés ce mercredi matin, répartis dans 11 équipes, chaque équipe portant un nom de continent ou de ville accueillant les Jeux. Toutes les écoles primaires étaient représentées. Ils ont été encadrés par des athlètes qui ont représenté Monaco au plus haut niveau. Dans le gymnase de l'Espace Saint-Antoine, 6 épreuves les attendaient. 2 types de courses, 2 de lancers et 2 types de sauts, sous le regard attentif du président du Comité olympique monégasque, le prince Albert II. Tous ces jeunes ont été réunis autour de la journée olympique, une journée qui repose sur 3 piliers. Bouger pour inciter à l'activité physique, apprendre pour transmettre les valeurs olympiques et découvrir pour faire connaître les disciplines et encourager l'inclusion. C'est aussi une manière de les éduquer aux valeurs olympiques qui sont importantes et surtout l'entraide et puis l'acceptation de la différence de l'autre. Celui qui est plus faible, on l'encourage. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur de notre démarche. Et après, il y a aussi le mode. Et là, c'est ces exercices, enfin ces ateliers que vous avez vus et qui sont particulièrement intéressants pour les enfants. Après avoir participé à toutes les épreuves, la matinée s'est terminée par une course de relais. Les 4 meilleurs élèves de chaque classe se sont passés l'anneau olympique sous les cris de leurs camarades dans une ambiance de stade. Et c'est l'Océanie, représentée par l'école Saint-Charles, qui au final, après toutes les épreuves, a remporté cette compétition. C'était trop bien, c'était incroyable, c'est vraiment trop cool qu'on est arrivé premier, c'est quelque chose que je me rappellerai toute ma vie. On se croirait au vrai JO, on s'est trop amusé. Au début, moi je pensais pas qu'on allait arriver jusqu'à là. Mais on a réussi. Top 5, on a fait le meilleur, c'est vraiment trop cool. Et place à la scène maintenant dans ce journal. Pierre Arditi de retour, Clovis Cornillac, Sylvie Testu, Stéphane de Groot, Romane Boranger, Jean-Pierre Daroussin, Clotilde Lecoureau, François-Xavier de Maison et tant d'autres grands noms à l'affiche de la future saison du Théâtre Princesse Grace. Une programmation des plus séduisantes que va nous détailler maintenant sans plus tarder notre invitée Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles. Bonsoir à vous. Bonsoir Monsieur Paco. Ravi de vous retrouver dans ce Théâtre Princesse Grace qui vous est si cher, avec une saison 2025-2026 qui s'annonce encore visiblement très riche et qui commence toujours, généralement, au mois d'octobre pour se terminer au mois de mai, c'est bien cela ? Tout à fait, au mois d'octobre, avec un spectacle, je dirais, dont le titre inspire la saison, puisque c'est Lumière. Donc, on rallume les projecteurs, on lance la saison sur un spectacle sur l'électricité. Et on termine, je dirais, en comédie avec Guillaume de Tonquédec. Donc vous avez là l'extrémité de la programmation à l'intérieur de laquelle nous avons de très beaux moments et de très belles surprises. Et on terminera donc, c'est un signe, par un jour de chance. Y aura-t-il d'autres surprises cette saison ? Et puis, allez-y, dévoilez-nous quelques grandes dates tout de même de votre programmation. Oui, alors nous retrouvons Vincent de Dienne dans les grands acteurs connus. Et vous savez qu'aussi au Théâtre Princesse Grace, on aime inviter les moins connus dans le label de nos spectacles découvertes. Et donc les grands moments, je dirais, nous avons un Cyrano de Bergerac avec Édouard Baird. Et nous avons également Philippe Torreton dans Le mariage de Figaro. Donc vous voyez des grands moments et je crois que l'acmé des grands moments, c'est la venue de la Comédie Française. Vous allez me dire comme chaque année, mais notre étroite collaboration fait que cette année, nous avons le très grand privilège d'accueillir Bérénice. Donc c'est un très très grand moment de théâtre que nous avons la chance d'avoir sur les planches du Théâtre Princesse Grace. Ah, il y a un petit plus cette saison, j'ai remarqué. Une pièce en anglais. Il y a une pièce tout en anglais. Alors, il est déjà venu sur nos planches. Il s'agit de Paul Taylor, dont je ne dirai pas le titre du spectacle parce qu'il est un petit peu grossier. Nous avons mis 3 petits points. Il était venu dans du franglais, mais cette année, il revient
totalement avec un spectacle en anglais, 100%. Et ça va être un joyeux moment. On adore, vous le savez, cet écrin du théâtre Princesse Grace. Le seul souci, Françoise Gamerdinger, finalement, c'est que c'est toujours complet. Non, ça n'est pas toujours complet. On le sait qu'il n'y a qu'une seule soirée, donc c'est la soirée à réserver. Mais il s'agit de prendre tout de suite les places après la présentation de saison. Et puis, nous aimons accueillir notre public, donc je pense que chacun trouve sa place. Pour faire cette sélection qui dure donc d'octobre, on le rappelle, jusqu'à mai, ça veut dire qu'en gros, c'est quoi? C'est une année de travail, c'est 6 mois de repérage pour vous et vos équipes. Vous allez chercher un peu à droite à gauche, entre Avignon et Paris, bien sûr? Alors, c'est pas 6 mois de travail, c'est 1 an de travail. 1 an de travail pour que la programmation soit diversifiée, pour que l'on puisse monter tout ce calendrier, parce que ça n'est pas évident après de faire ce puzzle de dates, puisque nous avons des spectacles qui sont très demandés, nous avons des acteurs également de renom, dont l'emploi du temps est très bien rempli. Donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est un grand jeu et qui donne un résultat que le public apprécie. Donc c'est ça qui est important. Oui, pour être complet. Le savant dosage, c'est donc d'un côté des acteurs connus, reconnus, saupoudrés de quelques petites créations, quelques découvertes aussi, et avec un petit accent anglais en plus cette année. Oui, et puis c'est aussi du texte, c'est aussi des mises en scène, et c'est important, et de faire découvrir aussi des nouveautés, puisque le théâtre, c'est aussi se découvrir soi-même. Et si on vient voir seulement ce que l'on connaît, il faut avoir un petit peu de curiosité, une prise de risque aussi sur son emploi du temps, et puis faire confiance à l'équipe du Théâtre Princesse Grace, parce que je pense qu'il y a le dosage qu'il faut pour à la fois se faire plaisir et puis se cultiver. Voilà. Et avant de vous souhaiter une magnifique saison, on rappelle que toutes les dates sont à retrouver, c'est assez facile, sur votre site. Alors, il y a le site internet, il y a le programme papier, et puis il y a aussi notre compte Facebook et Instagram. Merci à vous. On vous laisse frapper les 3 coups de cette nouvelle saison. Merci beaucoup. Le club des entrepreneurs monégasques en Afrique s'est réuni aujourd'hui avec la réception d'un invité d'honneur, Étienne Giros, le président du Conseil français des investisseurs, amis et alliés du club monégasque. Il est venu animer une conférence à l'Automobile Club de Monaco. Marie Bonnet-Blanc y a assisté pour Monaco Info. Casser les préjugés sur l'Afrique, démontrer à quel point c'est un continent attractif où il faut investir, voilà les actes principaux de cette conférence animée par quelqu'un qui n'a pas été choisi au hasard. Je préside le CIAN, qui est une association qui regroupe les entreprises françaises qui opèrent en Afrique, qui est importante, et nous avons un partenariat avec le CEMA, qui est la même organisation mais pour Monaco, depuis maintenant 10 ans, et donc je suis très proche du CEMA, que j'apprécie beaucoup, et il y a une vraie dynamique africaine dans les entreprises monégasques. Étienne Giros est devenu auteur récemment et cette conférence était l'occasion de venir présenter son livre auprès des Monégasques qui étaient ravis de le recevoir. On parle de l'Afrique toute l'année à Monaco. On a déjà organisé 3 Africadés qui sont des vrais événements succès où on invite des gens de l'étranger, où on donne des visions de différents pays, on organise des missions économiques. Et aujourd'hui, on reçoit une des personnes qui a une des grandes expériences sur l'Afrique puisqu'il a fait plus de 500 voyages en Afrique sur ces 30 dernières années. 54 nuances d'Afrique, l'essai d'Étienne Giros est à retrouver dans toutes vos librairies. Demain, jour férié en principauté avec la fête Dieu. Pour parler histoire, tradition, procession et rendez-vous tout au long de cette sainte journée, on va retrouver au cœur de la cathédrale de Monaco l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir Christophe. On va s'intéresser à cette fête Dieu, son histoire, cette date aussi dans le calendrier. C'est la fête du Saint-Sacrement qui a également d'autres titres. Alors oui, effectivement, elle porte plusieurs titres. Son titre latin, c'est la fête du Corpus et Sanguis Domini, du corps et du sang de Jésus, parce que en effet, au cours de cette fête, nous célébrons dans l'Église catholique la présence de Jésus, qui nous a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et une de ces présences de Jésus, eh bien, c'est dans son Eucharistie que nous célébrons à la messe, avec son corps et son sang, puisque nous croyons, en tant que catholiques, que réellement, le pain devient le corps de Jésus et le vin devient le sang de Jésus.
Et alors c'est au Moyen-Âge que cette fête s'est instituée avec une plus grande dévotion à l'Eucharistie et notamment, on en reparlera puisqu'on le vit aussi ici à Monaco, une grande procession dans les rues des villes. Ben justement, c'est ce qui change le plus peut-être cette procession pour aller vers les gens dans les rues, dans les chemins d'antan, puisque ça date du Moyen-Âge. Depuis 3 ans, notre archevêque a souhaité que la fête Dieu devienne un peu en quelque sorte la fête du diocèse. C'est pour ça qu'on l'intitule Diocèse en fête. Alors ce que nous proposons, vous voyez, on a beaucoup développé le programme autour. Demain, à partir de 15h30, pour tous ceux qui le souhaitent, il y aura des animations à la place de la Condamine, avec en particulier une partie musicale, avec le Cantin da Rocca, l'orchestre municipal, et puis des témoignages, notamment de notre dernier prêtre, tout jeune, Pierre-Emmanuel Pochet, qui a été ordonné il y a quelques jours seulement. Et puis, après, si on rentre dans le programme plus classique, à 17h, la messe pontificale ici, dans cette cathédrale, suivi de la fameuse procession du Saint-Sacrement, où on va sortir avec Jésus hostie, avec tous les corps constitués, c'est très beau, avec un autel qui sera monté sur la place du Palais, avec la famille princière qui assiste au salut du Saint-Sacrement, un autel place de la mairie aussi, avec un salut du Saint-Sacrement, et puis après, pour tous ceux qui le voudront, à l'école FANB, ici sur le Rocher, un moment de convivialité avec un apéritif offert par le diocèse. On a tous les détails avec vous, Christian Venard. Mon père, j'ai l'impression que ça se perd un tout petit peu en tradition depuis un petit moment parce qu'on change de date. Le pape, lui, officiera dimanche. C'est une fête qui est restée très très forte, par exemple en Espagne, mais c'est même plus un jour férié en France, par exemple. Alors, en fait, cette question des jours fériés, ça dépend des pays, en effet. Alors, dans les pays où cette journée fériée, pourquoi c'est le jeudi ? C'est parce que traditionnellement, c'est le jeudi saint, avant sa mort, avant sa passion, puis sa mort, puis sa résurrection, que Jésus a institué l'Eucharistie. Donc c'est pour ça que la tradition dans l'Église, c'est de fêter cela un jeudi. Dans beaucoup de pays catholiques, en effet, on a pris l'habitude de férier ce jour-là. Et puis, c'est prévu par la liturgie de l'Église. Dans les pays où ça n'est pas férié, comme la France, cette fête est reportée au dimanche qui suit. Donc c'est pour ça, en Italie, il y a une grande fête, c'est magnifique. Le pape part en procession de la basilique Saint-Jean du Latran, où il a célébré la messe, et puis il y a une immense procession jusqu'à la basilique Sainte-Marie Majeure. C'est un moment magique, j'ai eu la chance de le vivre pendant plusieurs années, c'est très très beau. Il y a une belle signification à cela, parce que si vous voulez sortir avec le Saint-Sacrement, c'est montrer que notre foi catholique, qui évidemment a une expression particulière ici à Monaco avec la religion d'État, mais que notre foi catholique vient retrouver tout un chacun là où il est, dans les rues, au milieu de la cité, et que la foi, ça n'est pas se désintéresser de ce qui se passe dans le monde, c'est au contraire essayer de vivre dans le monde en apportant le regard que Jésus nous demande de porter, qui est un regard d'amour et un regard pour apporter le salut, d'où aussi cette idée des témoignages avant, à partir de 15h30 à la Condamine, pour dire, ben voilà, l'Église est là pour dialoguer, viennent tous ceux qui veulent, ceux qui ont l'habitude d'aller à la messe tous les dimanches, voire en semaine, et puis ceux qui peut-être sont juste, s'interrogent, se demandent, ou se disent juste, tiens, c'est peut-être sympathique, allons écouter les chants de Cantin da Rocca ou la musique, et puis on verra bien. Ben, tout le monde est invité. Et justement, on rappelle les dates importantes. Pour le pape, c'est dimanche à Rome. Pour nous, à Monaco, on rappelle l'heure de la messe ? Alors, donc demain, jeudi 19, fête Dieu, 15h30 place de la Condamine, 17h la messe, et vers 18h15 la procession, et ensuite un moment sympathique et convivial à l'école FANB. Merci 1000 fois, mon père, pour toutes ces précisions ce soir sur Monaco Info. À très vite. À très vite. Un concert hommage interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au Centre Régnier 3. Concert donné dans le cadre de l'anniversaire des 50 ans de la disparition de Dmitri Shostakovich. José Sacré était sur place. En ouverture de son concert donné dimanche 15 juin à l'Auditorium Régnier 3, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété la valse de concert numéro 1 en ré majeur d'Alexandre Glazunov sous la direction du très talentueux chef d'orchestre né en Slovaquie, Juraj Valkua. Au programme de ce concert donné dans le cadre de l'hommage à Shostakovich à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition,
le concerto pour piano numéro 2 en fa majeur, une œuvre conçue par Shostakovich pour son fils de 19 ans, Maxime, et que le compositeur lui-même n'a pas hésité à reprendre pour l'enregistrer en 1958 avec l'Orchestre national de la radiodiffusion française, placé sous la direction d'André Kleutens. Pianiste de ce concert, Andrei Kobernikov, remarquable de virtuosité dans cette œuvre, pas vraiment difficile, mais extrêmement exigeante. Ce concert était l'avant-dernier de la saison 2024-2025 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'occasion pour Didier de Cotigny de faire un premier bilan de la saison. Je pense que pour moi, ça a été probablement la saison qu'on ait fait ensemble, Kazuki Yamada et moi-même, qui a disons, été pour moi la meilleure qu'on ait produite jusqu'à présent. Et je suis vraiment très fier. Et aussi, au point de vue public, on a eu vraiment... Les concerts ont été particulièrement bien remplis. Et ça, c'était quand même l'essentiel de voir que le public vient de plus en plus nombreux. Une nouvelle initiative éco-responsable à Monaco, en partenariat avec la Fondation Flavien. Mobiliser les restaurateurs de la Principauté dans le cadre de la collecte des bouchons en liège aux fins de recyclage pour soutenir la Fondation engagée dans la lutte contre les cancers pédiatriques. De nombreux restaurants, comme Norma, Chez Pierre, les Perles de Monaco ou encore Bella Vita ont déjà adhéré à cette cause et à cette mission collective, avec l'espoir pour les membres de la Fondation Flavien que beaucoup d'autres se joignent à cette mobilisation aujourd'hui. Avant de retrouver votre météo pour les heures à venir en compagnie de Sarah Inkari, comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés de la soirée de clôture de la 64e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo, sur et autour du célèbre tapis bleu. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, si vous avez eu chaud aujourd'hui, sachez que demain les températures vont grimper encore de quelques degrés, 24 attendus le matin et 29 l'après-midi. À l'ombre, comme ce mercredi, le ciel sera azur, totalement dégagé. En ce 19 juin, nous fêterons la Saint-Romuald et nous célébrerons également la journée mondiale de la drépanocytose. Il s'agit d'une maladie génétique du sang présente principalement en Afrique. Elle occupe le 4e rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale. Excellente soirée à tous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.